Il existe encore des recoins de la planète où le temps ne semble tout simplement pas avancer. Des lieux sans route, sans électricité, sans aucun signe indiquant que quelque chose ressemblant à notre monde existe. Des territoires absents des guides touristiques et qui demeurent en dehors du système. Des régions où la jungle est si dense que même les satellites n'en percent pas l'ombre. Et là, parmi des arbres qui ont vu défiler des milliers de générations, survivent des peuples qui ont choisi de rester cachés. Des tribus qui vivent isolées depuis des millénaires, qui ne connaissent ni nos gouvernements, ni nos lois, ni notre précipitation. Et lorsqu'un étranger franchit leurs frontières, elles répondent par des arcs tendus, des regards immobiles, ou par un silence si profond qu'il ressemble à un avertissement. Que se passerait-il si vous pénétriez dans l'un de ces territoires et que personne n'entendait plus jamais parler de vous? Et si le vrai danger ne se trouvait pas dans leur lance, mais dans ce qu'elle renvoie de notre propre civilisation? Avant de continuer, abonnez-vous à Chronamonde et activez les notifications. Vous rejoindrez ainsi une communauté qui voyage au-delà du monde connu, explorant les lieux les plus reculés, isolés et mystérieux de la planète. Et restez jusqu'à la fin, car aujourd'hui vous découvrirez l'une des tribus les plus frappantes et déconcertantes de cette région. Un peuple resté caché dans la jungle pendant des générations, qui n'a jamais accepté le moindre contact et qui réagit à toute intrusion avec la même détermination que la nature qui l'entoure. Maintenant, commençons. Tribu 1. Jarawa, les guetteurs cachés de la jungle des Andaman. Au cœur de l'océan Indien, parmi des eaux turquoises et des forêts qui semblent impénétrables, se trouve un territoire absent des brochures et des circuits touristiques autorisés. Depuis le ciel, les îles Andaman semblent un paradis parfait. Plages blanches, jungle vibrante, silence absolu. Mais ce calme est trompeur, car dans les sentiers les plus profonds, où la lumière traverse à peine le feuillage, vit un peuple qui a rejeté tout contact avec le monde extérieur pendant des milliers d'années. Un peuple qui observe, écoute et décide. Ils sont les Jarawa, l'une des tribus les plus anciennes et énigmatiques de l'océan Indien et de l'Asie du Sud-Est. On estime que leurs ancêtres sont arrivés aux Andaman il y a plus de 25 000 ans, faisant partie des groupes connus sous le nom de Négritos, population qui conserve des lignées génétiques extrêmement anciennes. Alors que dans le reste du monde naissaient villes, royaumes et routes, les Jarawa continuaient de vivre selon leurs propres règles, ne dépendant que de la jungle qui les entoure. Et aujourd'hui, rien n'a changé. Ils n'utilisent pas l'écriture, ils n'acceptent pas les touristes, ils ne permettent aucun intrus. Et ils défendent leur territoire avec une précision née de générations entières de survie dans un écosystème sauvage. Ce refus n'est ni symbolique ni récent. C'est une déclaration ouverte. Ne franchissez pas notre frontière. Pendant des décennies, les Jarawa ont évité tout contact extérieur. Lorsque quelqu'un s'approche trop, leur réponse est généralement claire et ferme. De nombreux rapports du département forestier indien, de Survival International et de chercheurs de l'Anthropological Survey of India documentent des épisodes où les Jarawa sont sortis de la forêt armés d'arcs, de machettes traditionnelles et de flèches affûtées. Leur hostilité n'est pas gratuite. Au XIXe siècle, les colonisateurs britanniques ont tenté de les soumettre. Les conséquences furent dévastatrices. Attaques, représailles et morts des deux côtés. Depuis lors, la tribu a compris que la distance, c'est la survie. Aujourd'hui encore, la route ATR Road, qui traverse leur territoire, est un point de tension constant. Bien qu'il soit interdit de s'arrêter, de nombreux touristes illégaux s'y engageaient autrefois pour tenter de les photographier. À plusieurs reprises, les Jarawa ont répondu en tirant des flèches, en bloquant la route ou en apparaissant soudainement au milieu de la chaussée, forçant les véhicules à reculer. Leur langue, sans lien avec aucune langue connue, demeure un mystère. Leurs croyances aussi, leur vision du monde,
inaccessibles. Et cette inaccessibilité est précisément ce qui protège leur mode de vie. Lors de quelques interventions médicales d'urgence, toujours contrôlées et extrêmement rares, les Jarawas ont révélé quelque chose d'inquiétant. Leur système immunitaire est extrêmement vulnérable aux virus extérieurs. Une simple grippe pourrait provoquer des ravages au sein de la tribu. C'est pourquoi le contact n'est pas dangereux seulement pour le visiteur, mais aussi pour eux. Conscientes de cela, les autorités indiennes ont rendu illégale toute interaction non autorisée. Il est interdit de leur offrir de la nourriture, de les photographier, de leur parler, ou même de s'approcher intentionnellement. Et il ne s'agit pas de protéger une relique anthropologique. Il s'agit de protéger des vies humaines réelles, extrêmement fragiles face à nos maladies. Imaginez un instant que vous êtes là. La chaleur humide vous enveloppe, la jungle vibre de milliers de sons. Le moteur du bateau s'arrête, et au loin, silence. Un silence aigu, chargé d'attente. Parmi les arbres, une ombre, un visage peint de résine noire, un arc tendu. Il regarde, il ne parle pas, il ne recule pas. Et vous comprenez que pour eux, vous n'êtes pas un explorateur. Vous êtes une menace, un rappel d'un monde qu'ils ne veulent pas et dont ils n'ont pas besoin. À une époque où tout se filme, se publie et se consomme. Les Jarawas sont une voix silencieuse qui nous rappelle une vérité dérangeante. Il existe des cultures qui ne veulent pas être observées, qui ne désirent pas être comprises et qui n'ont pas besoin de notre approbation pour exister. Avons-nous le droit d'envahir le territoire d'une tribu qui a dit non pendant des millénaires? Qu'en pensez-vous? Peut-être que le véritable mystère réside dans notre incapacité à accepter leurs limites. Ne partez pas encore. Ce que vous êtes sur le point de découvrir est tout aussi déconcertant. Car si certaines tribus rejettent tout contact, d'autres vivent piégées entre deux réalités, la leur et celle qui tente de les atteindre. Et lorsque ces deux mondes se heurtent, ce qui en ressort est impossible à ignorer. Au cœur des îles Andaman, parmi les marécages, les mangroves et la jungle primaire, vit un peuple encore plus hermétique, plus silencieux et plus vulnérable que les Jarawas. Ce sont les Onges. Et leur histoire révèle jusqu'où peuvent aller la résistance et la fragilité humaine. Tribu 2. Onges, les descendants du silence et héritiers d'un monde caché. Imaginez-vous vous enfoncer dans une jungle où l'humidité tombe comme un voile et où chaque pas s'enfonce dans un sol ancien, presque sacré. Le soleil tente de se frayer un chemin entre les feuilles, mais n'arrive qu'à arracher quelques éclats de lumière. Il y a des kilomètres de mangroves, de marécages et de forêts primaires. Et soudain, avant même que vous puissiez le comprendre, le silence change. Ce n'est pas un silence vide. C'est un silence qui vous observe. Bienvenue sur le territoire des Onges, l'un des peuples les plus anciens et les plus énigmatiques de l'océan Indien. Un groupe si isolé que, pendant des siècles, on a cru que leur monde était inaccessible à tout étranger. Pour eux, la jungle n'est pas un paysage. C'est leur peau, c'est leur mémoire, et c'est aussi leur bouclier. Les Onges vivent ici depuis des millénaires, faisant partie de ce qu'on appelle les peuples négritos des Andaman, une lignée aux racines préhistoriques. Jusqu'à il y a un peu plus d'un siècle, personne en dehors de l'archipel ne savait vraiment qui ils étaient. Leur vie se déroulait entre la chasse silencieuse, la collecte de miel, les campements mobiles et les rituels hérités de générations qu'ils n'avaient jamais vus de carte. Lorsque les Britanniques sont arrivés sur ces îles au XIXe siècle, ils ont cru avoir trouvé un territoire vide, mais il a suffi de s'enfoncer un peu plus loin pour découvrir quelque chose de troublant, des ombres entre les arbres, des flèches sifflantes et des signes avertissant quiconque n'appartenait pas à cet endroit. Les Onges n'attaquaient pas pour conquérir, ils attaquaient pour se défendre. Leur hostilité était un langage et une frontière.
L'arrivée du monde extérieur a profondément marqué la tribu. Nouvelles maladies, invasion des terres et déplacements forcés ont réduit drastiquement leur population au cours du XXe siècle. Ils sont passés de centaines à quelques dizaines seulement. Un effondrement silencieux, consigné par les anthropologues qui n'ont pu les observer que de loin. Et cela explique beaucoup de choses sur leur présent. Les onges n'acceptent le contact que de manière partielle, de façon extrêmement contrôlée et médiée par le gouvernement indien. Mais en dehors de ces interactions minimales, toute intrusion non autorisée est considérée comme une menace. La jungle qui les entoure est leur muraille naturelle et leur silence, un avertissement. De nombreux récits recueillis par l'Anthropological Survey of India décrivent des rencontres brèves et tendues, des silhouettes apparaissant dans la végétation, des arcs bandés, des regards défiants. Puis ils disparaissent, sans parole, sans trace. Il ne reste que le silence, un silence qui pèse. Ce qui déroute le plus les anthropologues, ce n'est pas ce que les onges montrent, mais ce qu'ils cachent. Leur langue a été à peine documentée, leur mythe encore moins, leurs sentiers changent, leurs campements se déplacent, leurs traces s'effacent en quelques heures, comme si leur culture avait appris à devenir invisible. Et dans cette invisibilité se trouve une leçon dérangeante. Car les onges ne sont pas une tribu inconnue faute de données, mais parce qu'ils ont eux-mêmes décidé que leur monde ne devait pas être vu. Au fur et à mesure que vous parcourez leur territoire, même si ce n'est que sur une carte, vous commencez à le comprendre. Toutes les cultures ne sont pas faites pour être observées. Toutes ne sont pas faites pour partager leur sagesse. Certaines n'existent que dans leur propre dimension, et y pénétrer signifie rompre un équilibre fragile qui a résisté pendant des milliers d'années. L'histoire des onges n'a rien d'exotique, elle est intime, elle est vulnérable, et en même temps d'une force profonde. Ils nous obligent à nous demander de quel droit prétendons-nous enregistrer une culture qui lutte pour rester invisible? Où s'arrête la curiosité et où commence l'invasion? Préparez-vous, car nous avançons vers une région encore plus inhospitalière. La prochaine étape nous conduit dans une vallée restée cachée au reste du monde jusqu'au XXe siècle, où la tradition se mêle à la guerre et où la frontière entre la vie et le territoire demeure une ligne fragile. Nous sommes sur le point d'entrer dans le monde des Dani, et ce que vous y découvrirez pourrait changer votre perception de ce que signifie vivre isolé et défendre une culture jusqu'à ses ultimes conséquences. Tribu 3. Dani, guerrier de la montagne, du feu et du territoire. Imaginez que vous avancez entre des montagnes couvertes de brume. L'air est froid, dense, presque lourd, et chaque pas enfonce vos pieds dans un sol humide, vivant. Au loin, la vallée s'ouvre comme un amphithéâtre naturel. Des terrasses vertes taillées à la main, des sentiers étroits, de la fumée qui s'élève de huttes circulaires, et un silence interrompu seulement par des cris cérémoniels qui résonnent contre les parois rocheuses. Vous entrez sur le territoire des Dani, dans la légendaire vallée de Baliem, en Papouasie indonésienne. Une vallée si isolée que le monde extérieur ignorait son existence jusqu'en 1938, lorsqu'une expédition aérienne américaine a survolé la région par hasard et découvert ce que personne n'attendait. Des milliers de personnes vivant dans un lieu que l'Occident croyait totalement inhabité. Les Dani ont survécu pendant des siècles dans cet environnement reculé grâce à une organisation complexe fondée sur la culture de la patate douce, l'élevage de porcs et la protection stricte de leur territoire. Ici, chaque geste, chaque objet et chaque rituel porte une signification profonde. L'un des symboles les plus marquants de cette culture est un geste extrême de deuil. Les femmes, appelées ikumen, s'amputaient en une partie des doigts lorsqu'un proche parent mourait. C'était une expression physique de la douleur, réelle et documentée, qui montrait combien la perte signifiait pour la communauté. Aujourd'hui, la pratique est presque éradiquée, mais elle reste l'un des traits les plus connus de leur tradition. Chez les hommes, le symbole clé est la koteka, l'étui en calebasse qu'ils portent comme partie intégrante de leur identité rituelle et masculine. Et même si cela peut paraître simple aux yeux des étrangers,
Pour les Dani, c'est une déclaration d'appartenance, de lignée et de fierté. Mais ce qui a véritablement marqué l'histoire de la vallée, ce sont les conflits entre clans, des batailles rituelles qui pouvaient durer des semaines, voire des mois. On y utilisait des lances, de grands arcs et des flèches durcies au feu. La guerre n'était pas un acte impulsif, c'était un équilibre, des pouvoirs, une manière de résoudre des litiges territoriaux et de maintenir la cohésion interne. Avec le temps, certains clans sont entrés partiellement en contact avec le monde extérieur. Aujourd'hui, il existe des représentations touristiques contrôlées où les Dani recréent leurs danses et leurs simulacres de guerre pour les visiteurs. Mais ne confondez pas ce décor mis en scène avec la vie réelle. Car au-delà de ce cercle touristique, dans les villages reculés de la vallée, la structure traditionnelle demeure intacte. Les anciens décident, les jeunes s'entraînent à l'arc, les feux ne s'éteignent pas, et le territoire est surveillé avec une détermination absolue. Vous êtes là, entre l'humidité et l'écho des chants rituels. Vous voyez un jeune bander son arc en direction des limites du village. Un autre aiguise la pointe d'une flèche sur une pierre noire. La tension est palpable, mais ce n'est pas une agressivité gratuite. C'est de la vigilance, c'est de la culture, c'est de la survie. Et alors surgissent les questions dérangeantes. L'observation culturelle respecte-t-elle toujours ce qu'elle observe ? Jusqu'à quel point une tradition reste-t-elle authentique lorsque la caméra arrive ? Nous sommes arrivés à la moitié de ce voyage et je tiens à vous féliciter car vous êtes de plus en plus près de découvrir l'une des cultures les plus fortes et déconcertantes du Pacifique Sud. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à Chronamonde et activez les notifications car ce qui vient maintenant est encore plus intense. Et vous ne voudrez pas le manquer. La prochaine étape vous conduira vers des montagnes où la tradition s'entrelace avec des peintures de guerre, des perruques cérémonielles et des tensions qui ont marqué des générations entières. Mais avant cela, préparez-vous mentalement, car ce que vous allez voir peut changer votre façon de comprendre comment un peuple défend son identité, son territoire. Uli, guerrier des hautes terres et gardien du sang ancestral. Imaginez-vous pénétrer dans les hautes terres de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Vous marchez entre des montagnes couvertes de brume où les nuages descendent si bas qu'ils semblent effleurer la terre. L'air est froid, dense, et chaque son résonne dans les vallées comme si la nature elle-même parlait. Soudain, un village circulaire apparaît devant vous, construit en bois, en terre et en herbe tressée. Un lieu sans route, sans électricité stable, mais rempli de vie et de tradition. Vous êtes en territoire Uli, un peuple célèbre pour ses perruques cérémonielles, ses peintures de guerre et sa capacité à transformer chaque geste, chaque couleur et chaque rite en fragments de son histoire. Les Uli habitent dans ces montagnes depuis des siècles. Leur lien avec la terre est absolu. Pour eux, le sang, la terre et l'identité forment un triangle sacré qui ne peut être brisé. Ils sont organisés en clans patrilinéaires, se disputent les ressources et protègent avec intensité chaque morceau de vallée. Ici, la guerre n'est pas un accident, c'est un langage. Depuis des générations, les Uli s'affrontent dans des conflits tribaux connus sous le nom de payback fights, des batailles rituelles et territoriales où l'on utilise de grands arcs, des flèches en bois durcies au feu, des lances et, plus récemment, des armes à feu introduites par le marché noir. Ils ne se battent pas pour conquérir, ils se battent pour l'honneur, l'équilibre et la réparation. Mais derrière la guerre se cache une esthétique qui fascine le monde extérieur. Les hommes Uli fabriquent les célèbres perruques Wigmen, créées à partir de leurs propres cheveux. Pendant des mois, ils vivent dans un isolement rituel pour laisser pousser leurs cheveux selon des règles strictes. Ne pas toucher les femmes, ne pas manger certains aliments, dormir dans des positions spécifiques. Lorsque les cheveux atteignent la longueur souhaitée, ils sont coupés et façonnés,
jusqu'à devenir une structure rigide et élaborée, décorée de plumes d'oiseaux de paradis, de coquillages et de pigments jaunes et rouges. Cette perruque n'est pas un simple accessoire, c'est un symbole de maturité, de discipline et de connexion spirituelle avec les ancêtres. Pourtant, sous cette esthétique fascinante se cachent de profondes tensions. Les conflits entre clans restent actifs dans certaines régions, marqués par des vengeances héritées, des disputes pour des terres fertiles et des luttes pour des ressources limitées. Ces tensions ont provoqué des déplacements, des blessures et des morts pendant des décennies, selon des organisations locales et des rapports gouvernementaux. Et lorsque la violence éclate, les Uli ne s'appuient pas seulement sur des arcs et des lances. Certains groupes ont eu accès à des armes modernes, ce qui rend aujourd'hui ces conflits encore plus dangereux et plus difficiles à contrôler. Mettez-vous un instant à leur place. Vous voyez une femme âgée moudre des racines dans un bol en bois, tout en observant la brume qui recouvre la montagne. À quelques mètres de là, un homme peint d'argile jaune ajuste sa perruque rituelle en préparant son arc. La tension est palpable dans l'air. Ce n'est pas seulement un affrontement, c'est une manière de préserver l'équilibre entre les clans et de défendre une histoire collective. Vous êtes au cœur de cette réalité. Vous la ressentez. Les montagnes respirent avec vous, mais elles vous avertissent aussi. Car cette histoire n'est pas un spectacle. Ce n'est pas un décor touristique. C'est la réalité d'un peuple qui vit entre la fierté de son identité et les dangers d'un territoire, où chaque décision peut changer le destin d'une communauté entière. Les Uli nous montrent que tout ce qui est ancestral n'est pas forcément pacifique, et que tout ce qui est moderne n'est pas forcément synonyme de progrès, que certaines guerres ne naissent pas de la haine, mais du devoir, et que le conflit qui les entoure aujourd'hui n'a pas été créé par eux, mais par un monde qui a bouleversé leur équilibre ancestral. Si cette histoire vous a fait réfléchir, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Votre voix compte, car ces réalités, aussi dures que belles, méritent d'être entendues. Les Uli nous ont montré un monde où l'identité se défend avec des peintures, des traditions et une force qui traverse les générations. Mais le voyage continue, et ce qui vient maintenant va vous conduire vers un territoire entièrement différent. Une île où le courage ne se prouve pas dans le combat, mais dans la chute. Préparez-vous, car nous entrons dans l'une des traditions les plus étonnantes et les plus dangereuses du Pacifique Sud. Tribu 5. Ni Vanuatu de Malekula, saut dans l'abîme et clan qui garde l'île. Imaginez une île où chaque sentier semble vous conduire à une époque différente. Une terre où les montagnes sont couvertes d'une végétation dense, où les vents transportent des histoires anciennes, et où chaque son a un sens. Vous êtes à Malekula, l'une des plus grandes îles du Vanuatu et le foyer de certains des peuples les plus énigmatiques du Pacifique Sud. Ici vivent les Ni Vanuatu de Malekula, un mosaïque de clans, de langues et de traditions qui préservent des pratiques culturelles si uniques que de nombreux visiteurs les jugent impossibles à comprendre au premier regard. Ce qui surprend d'abord, ce n'est pas leur apparence, mais leur diversité. Sur cette île, on parle plus de 30 langues différentes, l'une des concentrations linguistiques les plus denses de la planète. Chaque vallée, chaque côte et chaque clan a préservé une identité distincte, façonnée par des siècles d'isolement. Mais la tradition la plus frappante, et peut-être la plus connue, se déroule au sommet d'une tour en bois. Une structure érigée avec des lianes, des troncs et des mains expertes. C'est le rituel du Nagol, également appelé saut de la terre. Ce n'est pas un divertissement, ce n'est pas un spectacle moderne. C'est un rite masculin ancestral, un pacte spirituel avec la fertilité et la tradition. Les hommes, jeunes initiés ou adultes cherchant à réaffirmer leur courage, s'attachent des lianes fraîchement coupées aux chevilles
et se jettent de plateformes pouvant dépasser 20 ou 30 mètres de hauteur. Les lianes freinent la chute au tout dernier instant. Si elles cèdent, les conséquences peuvent être fatales. Mais pour eux, ce n'est pas de la témérité, c'est de l'identité. Les études anthropologiques du XXe siècle indiquent que ce rituel est lié à la fertilité de l'igname, à la cohésion du clan et à la force personnelle. Le Nagol est à la fois un acte de foi et de connexion avec la terre. Au-delà de ce rite, Malekula a été historiquement un territoire complexe. Pendant la période coloniale, les récits européens décrivaient des affrontements entre clans, des disputes territoriales, des vengeances rituelles et des épisodes de violence bien réels. Ce n'était pas le chaos, c'était un ancien système social dans lequel l'appartenance définissait la vie elle-même. Même si ces luttes ont diminué aujourd'hui, leur mémoire reste vivante dans les récits, les chants et les objets cérémoniels que chaque famille conserve en héritage. Projetez-vous un instant dans ce décor. Vous voyez un groupe d'hommes construire la tour du Nagol, enfonçant des pieux dans la terre tandis que les anciens supervisent chaque détail. Dans un cercle proche, les femmes entonnent des chants qui rythment le rituel. Plus loin, un jeune homme noue les lianes avec des mains fermes et regarde le vide. Il n'y a pas de filet, pas de corde moderne, seulement la confiance dans une tradition qui a survécu pendant des siècles. Et à cet instant, vous comprenez quelque chose de profondément humain. Dans certains lieux, le courage ne se mesure pas au combat, mais dans la chute, dans le risque assumé, dans l'abandon total à un rite qui relie la communauté à son passé et à sa terre. Cela nous conduit inévitablement à une réflexion. Sommes-nous capables de saisir la profondeur d'une tradition étrangère sans la réduire à un spectacle ? Jusqu'à quel point le regard extérieur transforme-t-il ce qu'il observe ? Nous approchons de la fin de ce voyage. Mais nous arrivons maintenant à la tribu qui a le plus bouleversé le monde. Un peuple qui n'a jamais demandé à être connu, qui ne veut ni caméra, ni théorie, ni regard curieux. Il veut seulement ce qu'il a autrefois possédé, le silence. Et lorsque ce silence se brise, la réponse n'est ni un geste, ni un avertissement. C'est la défense. Cette fois, préparez-vous. Nous pénétrons dans un lieu où l'isolement devient frontière et où la survie devient un acte de résistance culturelle. Tribu. 6. Asmat, les sculpteurs de l'esprit et les ombres du sud-ouest de la Papouasie. Les Asmat. Un nom qui a suscité fascination, peur, théorie et des silences que personne n'a vraiment réussi à éclaircir. Imaginez que vous avancez à travers les marécages du sud-ouest de la Papouasie. Le sol est un mélange d'eau, de boue et de racines. Les moustiques bourdonnent comme une armée invisible. L'air est lourd, salé, et chaque pas demande un effort. Il n'y a pas de route, pas de sentier, seulement des rivières qui serpentent à travers des mangroves sans fin. Dans cette géographie hostile, où même la lumière semble avoir du mal à pénétrer, vivent les Asmat. Un peuple connu pour son art, sa résistance, et sa manière particulière de faire face au monde extérieur. Les Asmat sculptent les célèbres poteaux biches, colonnes cérémonielles de plusieurs mètres de haut, qui représentent les esprits, les ancêtres et les cycles de vie et de mort. Leurs sculptures sont si élaborées que des anthropologues et des musées du monde entier les considèrent comme l'une des expressions artistiques les plus puissantes d'Océanie. Mais leur histoire est aussi marquée par une violence bien réelle, non légendaire mais documentée, au XIXe et XXe siècle. Lorsque les colonisateurs néerlandais ont tenté de pénétrer sur leur territoire, beaucoup ne sont jamais revenus. Les archives officielles de l'époque relatent des attaques contre des postes coloniaux, des embuscades et des affrontements entre forces extérieures et clans Asmat. Pour les Asmat,
Ce n'était pas une agression gratuite, c'était la défense de leur territoire, de leur clan et de la mémoire de leurs ancêtres. En 1961 s'est produit l'un des épisodes les plus énigmatiques associés à cette région. La disparition de Michael Rockefeller, fils du gouverneur Nelson Rockefeller. Son embarcation a chaviré près des côtes Asmat. Michael a tenté de nager jusqu'à la terre ferme et n'a jamais été retrouvé. À ce jour, il n'existe aucune confirmation officielle de son sort, mais sa disparition reste à jamais liée au nom Asmat, l'enveloppant de mystères et de controverses. Pourtant, cette histoire n'a rien d'un mythe romantique. Elle est brutale. Au début du XXe siècle, les Asmat ont subi des incursions militaires, des missions religieuses forcées et des projets de pacification menés par le pouvoir colonial. De nombreux clans ont opposé une résistance farouche, d'autres ont été dispersés. Le lien entre isolement et violence n'est pas né chez eux, mais chez ceux qui ont voulu les contrôler. Aujourd'hui, de nombreux clans Asmat vivent en contact partiel avec l'extérieur, en particulier dans les zones côtières. Mais à l'intérieur des terres, dans des villages reculés accessibles uniquement en pirogue après des heures de navigation, il existe encore des communautés où la présence d'étrangers crée immédiatement une tension palpable. Ce n'est pas une hostilité aveugle, c'est de la prudence, de la survie. Imaginez un instant que vous naviguez sur l'une de leurs rivières. L'eau est sombre, silencieuse. Sur les rives, des silhouettes immobiles vous observent à travers les mangroves. Leurs corps sont recouverts d'argile blanche et rouge. Ils portent de longues lances. Ils ne parlent pas, ils n'avancent pas, ils se contentent d'observer. Et vous comprenez que vous êtes dans un territoire où le temps a construit ses propres règles et où entrer sans permission peut être interprété comme une menace. Les Asmat ne recherchent pas le conflit, mais l'histoire leur a appris que lorsque le monde extérieur pénètre sans respect, la seule réponse possible est la défense. Ce voyage vous oblige à vous poser de nombreuses questions. Qui a le droit de consigner une culture qui ne souhaite pas être expliquée? Qu'est-ce qui est réellement dangereux, leur mode de vie ou notre incapacité à le comprendre? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci. Vous avez voyagé avec nous à travers des montagnes, des îles perdues, des rituels extrêmes et des territoires où une simple frontière peut coûter une vie. Mais ceci n'a pas été seulement un documentaire. C'était une rencontre avec tout ce qui résiste encore à être révélé. Si vous souhaitez que nous continuions à explorer des cultures encore plus reculées, plus cachées et plus mystérieuses, indiquez-le en commentaire avec la phrase « Deuxième partie ». Ainsi, nous saurons que vous êtes prêts à poursuivre ce voyage vers des lieux où presque personne n'ose regarder. Quelles autres cultures oubliées, quels secrets ancestraux ou quels peuples invisibles aimeriez-vous que nous étudions? Votre curiosité trace la route. N'oubliez pas de vous abonner à Chronamonde et d'activer les notifications, car il reste encore des histoires que personne n'a racontées, et ceci ne fait que commencer. À très bientôt dans le prochain documentaire.